Bonsoir, merci d'être avec nous sur La Première. Ravi de vous retrouver pour ce journal du mercredi 15 janvier. Dans l'actualité, ce soir, la Légion étrangère recrute chaque année 1600 soldats. Parmi eux, des Polynésiens comme Kenji, Yeremia et Talo. Ces futurs combattants s'engagent pour 5 ans. Sélectionnés au mérite, ils devront s'armer d'un mental de fer. La pluie dévastatrice pour les exploitations agricoles. Certains agriculteurs perdent ainsi 20 à 25% de leur production suite aux inondations. Pour pallier le problème, ils se tournent vers la culture raisonnée sous serre. Et d'agriculture, il en sera question avec Christophe Bernard, formateur au Centre de formation professionnelle et de promotion agricole. Il est notre invité ce soir. Il est un exemple de ténacité et de persévérance. Détenteur du record de France de lancer de javelot depuis le mois de mai, Terurai Terai Tupaya a pu participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Son portrait dans ce journal dans le cadre des trophées des sports. La découverte des Australes en goélette, le Tuhapé, bien connu pour son convoi de marchandises, embarque aussi des touristes pour une croisière d'une douzaine de jours. Aujourd'hui au programme, le tour de l'île de Rurutu. Un chasseur apnéiste de 55 ans a perdu la vie dans la nuit de mardi à mercredi lors d'une sortie nocturne dans le secteur de Hakamai sur l'île de Wapo aux Marquises. L'embarcation s'est renversée aux alentours de minuit à cause de la houle. La femme a réussi à rejoindre le bord mais pas son mari. Malgré les opérations de secours, le corps du défunt a été repêché vers 6 heures ce matin. Les précisions du maire de Hakamai, Isidore Hikoutini, il est interrogé par Lionel Tehamoana. Alors c'était au retour, vers minuit, d'après son épouse, ils sont revenus, c'est que sans savoir qu'il y avait une vague qui venait sur eux deux, et puis la pilote s'est chavirée. D'accord. Pas très loin du côte, du coup ils sont arrivés au bord, et c'est que la femme qui a pu s'en sortir. Et elle voyait plus son mari accosté. On avait déjà prévenu la population qu'il faut faire attention. L'alerte a déjà été lancée qu'il y a des fortes houles pendant cette période-ci. Et le maire de Hakamai était interrogé par Gilles Bourga. Le Haut-Commissariat rappelle d'ailleurs les règles de prudence et qu'il est déconseillé de sortir en mer durant les périodes de forte houle. C'est fait, le tribunal administratif a saisi le Conseil d'État concernant le recours du haut-commissaire contre la résolution d'Anthony Géros. Rappelons que le président de l'Assemblée souhaite, dans le cadre d'une délibération, poursuivre en justice l'État en cas de refus de dialogue sur l'autodétermination. La demande d'annulation du haut-commissaire est donc entre les mains de la plus haute juridiction administrative qui a 3 mois pour se prononcer. La Légion étrangère attire les jeunes. Chaque année, 1600 soldats venant d'une centaine de pays sont recrutés. Et parmi eux, des Polynésiens comme Kenji, Yeremia et Talo. Âgés de 17 à 24 ans, ces futurs combattants sélectionnés au mérite s'engagent pour 5 ans et devront s'armer d'un mental de fer. Ariohe Tefafana et Jérôme Lee les ont rencontrés. Oui, là c'est un contrat de 5 ans au sein de la Légion étrangère. Je vous laisse le lire, une fois que c'est bon. Signature. C'est officiel, Kenji fait désormais partie des nouvelles recrues. La Légion étrangère est le seul corps de métier de l'armée où l'on préserve l'anonymat. Durant tout son engagement, Kenji se verra attribuer un autre nom, ce qu'on appelle un nom déclaré. Ça me fait bizarre, mais ça ne me pose pas de problème. De changer de nom. À la Légion étrangère, on est les seuls à recruter avec un casier judiciaire. Donc pour que tout le monde soit pris de la même manière, on met nos candidats sous anonymat. Et c'est avant tout pour les protéger. 24 heures avant le grand départ, Yeremia est au repos. À peine majeur qu'il décide de servir la France, il sera au front en cas d'éventuel conflit. Aujourd'hui, comme au combat, il faut avancer malgré les difficultés. Tu ne doutes pas un peu les combats, la guerre? J'aime la guerre, j'aime les combats. Tu vas pour ça? Oui, ça me va. Se construire un avenir nécessite des sacrifices. S'éloigner de sa famille est la première épreuve. Yeremia est l'aîné d'une fratrie et la fierté de ses parents. On a discuté ensemble à la maison. On a dit, si tu veux aller, vas-y, on te soutiendra. L'aîné de la promotion tente le recrutement pour la 2e fois.
Trouver du travail au Fénois est de plus en plus difficile. L'armée est souvent un échappatoire pour les plus motivés. Déjà, c'est pour avoir un métier fixe et avoir de l'argent, hein. On ne va pas se mentir. Parce qu'en ce temps-ci, c'est dur d'avoir du métier. C'est un beau métier. Et déjà, de faire partie de l'élite de l'armée, c'est grandiose, quoi. Le recrutement ne nécessite aucun niveau scolaire. La forme physique est un atout, le mental indispensable. On demande d'avoir un mental d'acier qui va pouvoir permettre au candidat de surmonter les différentes épreuves tout au long de son parcours, tout au long de sa carrière. Yeremia, Kenji et Talo sont engagés pour 5 ans dans une année probatoire. Ils s'envoleront demain soir pour rejoindre les autres soldats issus de 150 pays différents. Si la sécheresse pose problème pour les exploitations agricoles, les importantes précipitations de la saison des pluies entraînent aussi des pertes conséquentes pour les producteurs. Certains affichent 20 à 25% de baisse de production. Alors pour tenter de limiter les dégâts, ils se tournent vers la culture raisonnée sous serre. Nicolas Suire, Patrick Tinting. Des choux pourris par la pluie des derniers jours, des maïs pliés par le vent, des productions de bien d'autres légumes à jeter. Il faut arracher et planter à nouveau. Ici, les ouvriers agricoles ont déjà bien avancé le travail. Les pertes ne sont pourtant pas négligeables. Avec les intempéries, on a eu quand même quelques dégâts. On a à peu près entre 25 et 35% de pertes. Dans cette autre exploitation agricole de 8000 m², les pluies du mois dernier ont détruit une bonne partie des tomates, salades et oignons verts. La rivière, à quelques mètres, a charrié son trop-plein d'eau. Fatalement, il a fallu tout replanter. On a refait tout cela, on a refait les semis, on a retracé les plantations et voilà. Combien de temps de travail du coup? On a fait quand même 3 semaines, 3-4 semaines. Hein. La meilleure façon de limiter les dégâts pour l'exploitation de Nelson, c'est l'installation de serres. Leur mise en place a débuté. Elle coûte très cher, 2 millions de francs pour 500 m². Mais la production serait 3 à 4 fois plus rentable. On ne va pas couvrir les 45 hectares, mais si au moins on arrive à faire 2 à 4 hectares de serre, ça va beaucoup aider. Ça permettra de produire au moins un tiers des produits dans les serres et le reste à l'extérieur. Thierry doit installer d'autres serres à côté de celles déjà existantes. Mais pour son problème d'inondation récurrente, il ne trouve pas de réelle solution. Là, on a tout refait, on a roué un peu le job, on a été tracé, fermé toute la surface du caniveau. Mais on ne peut rien avec la nature, si ça casse, mais on est là, on refait tout. La culture en pente évite les problèmes d'inondation des sols. Les serres sont le meilleur moyen de protéger les récoltes de la pluie. Pour amoindrir leurs coûts, certains les fabriquent eux-mêmes. Christophe Bernard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes formateur au CFPPA, le Centre de formation professionnelle et de promotion agricole. Quelle est la mission de ce centre ? Bien, je crois qu'on a tous envie que nos enfants puissent manger des fruits et des légumes frais produits sur le Fénois dans un lieu donc, qui est proche de notre habitation. Et donc pour cela, eh bien, il faut installer des jeunes agriculteurs. D'autant plus que chaque année, on a des anciens agriculteurs qui partent à la retraite et qu'il faut donc les remplacer. Et c'est précisément cela qu'on fait au CFPPA à travers la formation à l'installation agricole. Alors depuis 2019, vous avez accompagné 122 porteurs de projets issus des 5 archipels. Comment se déroulent ces formations à l'installation agricole ? Oui, alors la formation à l'installation agricole, elle a donc effectivement elle a été mise en place en 2019 sous l'impulsion du CFPPA, mais en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, avec la direction de l'agriculture et avec la Chambre d'agriculture et de la pêche lagonaire. C'est une formation qui dure une année, qui alterne des périodes de cours théoriques et des périodes de stage en entreprise. Et c'est une formation où on apporte aux porteurs de projets le maximum de compétences pour qu'ils puissent réussir au mieux son installation. Elle s'adresse à tout le monde ? Alors oui, elle s'adresse absolument à tous les types de projets, aussi bien production végétale que production animale. Et depuis l'année dernière, on accepte évidemment tous les projets d'agro-transformation.
Et dans tous les archipels, bien évidemment. Vous avez un taux d'insertion. Après, est-ce que ces étudiants, est-ce qu'ils arrivent à s'installer après la formation? Tous les étudiants ne se sont pas installés depuis 2019, mais on a amélioré notre taux d'insertion d'année en année et on est assez satisfait de l'année 2024 où on a pratiquement tous les étudiants de la promotion de Rayatea et de Tahiti qui ont réussi à obtenir les aides ICRA et qui donc vont pouvoir s'installer dans d'excellentes conditions. Vous avez l'impression que les jeunes sont attirés par le secteur primaire aujourd'hui ? Oui, moi je pense que c'est un secteur qui attire énormément les jeunes parce que ça permet de vivre dans la nature, d'être au contact de la nature, et ça c'est quelque chose qui attire les jeunes. Et puis ça permet également de créer son propre métier et d'être autonome. Autonome, et c'est ce que le pays recherche d'ailleurs, l'autosuffisance alimentaire. Pour 2025, 3 nouvelles promotions. Oui, on est en pleine période d'inscription puisqu'on va ouvrir 3 nouvelles promotions sur l'année 2025. Au mois d'avril, la promotion de Tahiti qui va démarrer. Pour les îles sous le vent, au mois de mai, une promotion donc, qui aura lieu à Rayatea. Et au mois de juin, une promotion à Fakarava. C'est une première pour nous au Tuamotu. Christophe Bernard, merci. Je rappelle que vous êtes formateur au CFPPA. Merci d'avoir été avec nous. Les équipes pédagogiques du Conservatoire artistique ont accueilli à Tiperui ce mercredi 95 enfants des classes de maternelle de l'école Saint-Paul Sainte-Thérèse. Ils entament un cycle de 6 mois de formation dans 3 disciplines, le Ori Tahiti, les himine et les percussions. Un programme éducatif dans le cadre des activités périscolaires de l'école. Les précisions de Tina Farea Tamara, directrice de l'école Saint-Paul Sainte-Thérèse. Elle est interrogée par Jérôme Lee. Ce projet, c'est de permettre aux enfants d'apprendre le réo à travers les arts traditionnels. Projet en partenariat avec le conservatoire qui a accepté donc de se lancer avec nous, avec les petits de la maternelle, les SG. Ils sont en pleine immersion, on leur parle qu'en tahitien. Je peux vous dire que quand les enfants rentrent à la maison, ce sont des enfants qui s'expriment et qui commencent à s'exprimer. On sait bien que petits, ils apprennent vite, ce sont des éponges et qui s'expriment en réo. Il est détenteur du record de France de lancer de javelot depuis le mois de mai, une performance exceptionnelle qui a permis aux Tahitiens Teruraitera et Tupaia de participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Et si une blessure a empêché l'athlète du Fénois d'exprimer son plein potentiel durant les JO, il reste un exemple de ténacité et de persévérance. Il participe au Trophée des sports. Son portrait avec Maruki Duri et David Chang. Son rêve d'enfant est devenu réalité l'été dernier. Lancer son javelot devant des dizaines de milliers de spectateurs dans un stade olympique. Pour avoir cette opportunité, Teura Tupaia a travaillé très dur pendant plusieurs années, loin de sa famille de handballeurs restés au Fénois. Athlète de haut niveau, lanceur de javelot qui plus est, une évidence pour le Tahitien. Pourquoi pas le poids ni le marteau? Tout simplement parce que je pense que j'étais pas taillé pour, et je me suis plus dirigé vers le javelot car c'est aussi un mouvement un peu qui venait du handball avec le lancer de balle. Son année 2024 a été marquée par un jet à 86,11 mètres. Le record de France, vieux de 35 ans, est battu de plus de 3,50 mètres. Après avoir travaillé ses trajectoires et son rythme tout au long de l'année, le Tahitien pulvérise son record personnel. Le coach, il est scotché parce qu'il voit l'échauffement. Il se dit, à l'entraînement, tu fais pas du tout ça, ça fait super longtemps que je t'avais pas vu comme ça, continue. Et dès le premier lancer, je m'élance, et là je vois le javelot partir, malheureusement je mords. Mais d'après les estimations, il était au-delà de 80 mètres. Parce qu'au deuxième essai, c'est record de France, minimum olympique avec 86 mètres 11. Mais au JO de Paris, Teura n'était pas à 100%. Blessé, il a quand même fait de son mieux pour représenter la France à domicile. Il s'est avéré que ce n'était pas une fissure du tendon, mais une fissure du ligament.
Donc en fait, les médecins derrière, ils me disent qu'en un mois, c'est pas possible de guérir. En rééducation depuis, le lanceur tahitien de 24 ans garde en ligne de mire les championnats du monde d'athlétisme en septembre 2025. C'est le record de la semaine, 64 jours pour faire le tour du monde. Charlie Dalin a enfin remporté le Vendée Globe, après lequel il courait depuis 4 ans. Et ce grâce à une équipe performante et ambitieuse dans laquelle il a trouvé sa place Guillaume Combescure, le marin polynésien qui a débuté la voile à Aroé et le directeur technique du projet. Quand Charlie a coupé la ligne mardi matin, Guillaume a vécu cela d'une manière forte, tout près de son skipper. On parle tourisme authentique à présent avec la goélette Tuhape, bien connue pour son convoi de marchandises. Elle embarque aussi des touristes. Objectif, découvrir les 5 îles de l'archipel des Australes en une douzaine de jours. Aujourd'hui au programme, le tour de l'île de Rurutu. Reportage sur place avec Mélissa Chong et Ayata Tarahu. Après avoir navigué à Reivave, Tubuai et Rapa, le Tuhape s'ancre au large de Rurutu. Et aujourd'hui, Soraya accueille des visiteurs un peu spéciaux sur la terre ferme. Notre tour de l'île, on va partir du côté est, sud, ouest et on va finir au nord à Baitumu village. C'est là que vous allez avoir votre déjeuner. Le programme vous convient aujourd'hui? Ah oui, tout à fait. Oui. C'est la première fois? Ah oui, aux Australes, oui. Et le trajet en bateau, comment s'est déroulée l'expérience? Ça s'est pas trop mal déroulé, mais ça a bougé un peu quand même. Mais enfin, on s'adapte. En 7 heures, les heureux vacanciers apprécient la douceur de l'île à travers ces sites mythiques. Impossible de résister face à la beauté de cette plage de sable blanc ornée de rochers. Je suis charmée par le décor. Je trouve que c'est magnifique avec ces rochers, ces plages. Il y a une diversité. On a déjà quand même fait Tubuai, on a fait Reivave. Rapa, c'est quand même une merveille. Mais c'est vrai que Rurutu a quelque chose de particulier. Autre trésor de l'île qui fait sa renommée, ces grottes chargées d'histoire. La réputation de celle-ci a dépassé les frontières polynésiennes, car ici, il y a 35 ans, François Mitterrand y a posé le pied. J'en ai pensé qu'il y a beaucoup de choses à faire ici et qu'il faudra sans doute revenir, puisqu'on n'a pas pu faire la gueule du monstre vraiment. Et franchement, on a un super beau temps, donc toutes les couleurs, c'était magnifique. Et je ne m'attendais pas forcément à ça. On m'avait parlé beaucoup des grottes, mais c'est vrai que niveau lagon, il y a de belles richesses, quoi. Donc ça, c'était chouette. Belle surprise. Voilà. On ne peut pas tout faire en une journée, quoi. Chaque année, l'île accueille près de 1000 touristes, un nombre qui pourrait évoluer avec l'arrivée de l'Aranui 2, courant 2026. Avant de conclure, retour sur la principale information de ce journal. Un chasseur apnéiste de 55 ans a perdu la vie dans la nuit de mardi à mercredi lors d'une sortie nocturne en mer dans le secteur de Hakamai sur l'île de Wapo aux Marquises. L'embarcation du couple s'est renversée à cause de la houle vers minuit. La femme a réussi à rejoindre le bord mais pas son mari. Malgré les opérations de secours, le corps du défunt a été repêché vers 6 heures ce matin. À suivre sur notre antenne, la série Ça c'est Paris, puis un magazine Aito, nos guerriers et héros. Les titres de Tahiti Info demain, centre Tevaïete, des sans-abri aux fourneaux. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous rester fidèles. Très belle soirée. À demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet